Merci de nous rejoindre, Thierry Breton. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On l'a dit, ancien ministre, ancien commissaire européen, vous incarnez l'Europe quand, depuis le début de l'émission, on se rend compte que sur la scène au Proche-Orient, vis-à-vis de l'Iran, peut-être dans l'avenir de Gaza, Trump prend tellement de place. Première réaction. Oui, c'est incontestable qu'il aura eu une bonne semaine. C'est le moins qu'on puisse dire. La question qu'on peut se poser, évidemment, on va pouvoir discuter de la profondeur, au fond, de ces succès, dont je le répète, la plupart d'entre eux sont incontestables. Je parle évidemment des succès militaires. La question qu'on peut se poser au début de notre entretien, Darius Rochebain, c'est, au fond, ce silence assourdissant du monde face à Trump. Ça interpelle et ça doit nous poser question, en tout cas nous interpeller, nous, Européens, 450 millions, qui ont une communauté de destin, une communauté politique. Ce silence, quelque part, moi, m'interpelle. Est-ce que ça vous a gêné? On voit depuis quelques jours les dirigeants européens, les dirigeants de l'OTAN, baiser la main qu'ils n'osent mordre, quoi, et être extrêmement soumis à l'égard de Trump. Alors, il faut peut-être replacer ça dans le contexte. On reparlera certainement de ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que c'est absolument essentiel, et vous en avez déjà beaucoup parlé, mais on est au tout début de ce que pourrait être peut-être une solution, alors qu'à l'heure où nous parlons, les drames continuent à se perpétrer, les populations sont affamées, et donc il faudra évidemment en parler. Mais pour répondre à votre question, évidemment, il faut replacer ça dans cette réunion un peu surréaliste, il faut dire les choses comme elles sont, réunion de l'OTAN. Surréaliste d'abord parce que extrêmement courte, totalement calibrée, il fallait surtout pas qu'il y ait de faux pas, pour ne pas importuner évidemment... on va dire les choses comme elles sont. C'était vraiment Trump imperator qui est arrivé à La Haye, auréolé évidemment du succès des B2 et des fameuses désormais GBU 57. Et c'est vrai que le ton avait été donné quand même, il faut dire les choses comme elles sont, par mon ami Mark Rutte. Alors là, il s'est surpassé, Marc. Écoutons la séquence, comme vous l'appelez affectueusement Marc. On va entendre. Oui, je le connais bien, c'est pour ça. Qui effectivement, alors là, c'est de la lèche, c'est un numéro de lèche qui est assez extraordinaire, de faillotage, quand il lui dit « Papa ». Je ne sais pas si on a la séquence, on va l'entendre. Ils se sont battus comme deux enfants dans la cour de récréation. Vous savez, ils se battent comme des fous, vous ne pouvez pas les arrêter. Laissez-les se battre pendant 2 ou 3 minutes, après c'est plus simple d'y mettre fin. Papa doit parfois hausser le ton. Papa doit parfois hausser le ton. Comment est-ce qu'un secrétaire général de l'OTAN, on arrive à dire ça? Oui, et puis surtout, comment il en arrive aussi à envoyer ce petit message. Je crois qu'il restera dans les annales de l'obséquiosité, et qui du reste, qu'on payera cher. On le payera cher à terme, ce petit message obséquieux. C'est-à-dire C'est-à-dire que, évidemment, vous savez, moi j'ai appris une chose très simple. Je connais un petit peu Donald Trump. On peut se coucher devant lui, mais il y a des limites. Et là, je pense qu'on a dépassé les limites. Pourquoi les a-t-on dépassées? D'abord parce qu'il y avait une urgence absolue à faire en sorte que Donald Trump, et avec lui bien sûr les États-Unis d'Amérique, restent dans l'OTAN. Restent dans l'OTAN et surtout restent sur le long terme. Et c'est vrai que le prix à payer pour cela, si je puis dire, au sens propre du reste comme au sens figuré, c'était de prendre un engagement sur 10 ans, 2 mandats américains, je ferme la parenthèse, sur 10 ans, de passer de 2% à peu près de nos dépenses de défense par rapport au PIB des membres de l'OTAN et donc globalement des pays européens, on est 23 sur 27, à 3,5%. Je dis bien 3,5% parce que les 5%, ça c'est vraiment du mythe. Ce que vous soulignez est très important, hein, Thierry Breton, c'est à quel point Trump, politique, c'est pas que de la psychologie de bazar, il faut lui tenir tête, c'est ça qu'il respecte, on l'a vu avec Zelensky. Zelensky a tenu le coup et il a finalement dit quand même, ce Zelensky, il y a quelqu'un. Zelensky a tenu le coup. Un peu avant, on a eu la présidente mexicaine qui a tenu le coup. Les 2 premiers ministres canadiens, ils se sont fait humilier, c'est le moins de le dire. Ils ont tenu le coup.
Et ils respectent ça. Ils respectent ça. Et si on en fait trop, regardez par exemple ce qui se passe en Hongrie avec Viktor Orban. Viktor Orban, alors s'il y en avait un qui était vraiment, je dirais, le prototype idéal en termes d'interlocuteur privilégié de Donald Trump, c'était lui. Du reste, quand je l'ai rencontré plusieurs fois, y compris la dernière fois il y a quelques mois, il me disait vraiment, on était en tête à tête, on a parlé pendant 1h30, et il m'annonçait comment il allait être l'interlocuteur privilégié parce que sa position vis-à-vis de Trump, et c'est vrai qu'il n'avait pas ménagé sa peine pour le soutenir, y compris pendant la campagne, y compris pendant ses traversées du désert, mais également sa position privilégiée vis-à-vis de Poutine lui conférait, je dirais, un rôle clé. Aujourd'hui, cet rôle clé, là, en Hongrie, 11 millions d'habitants, voilà, grand pays historique, mais petit pays au niveau, je dirais, de l'Union, eh bien, voilà, il s'est tellement couché qu'aujourd'hui, il n'était même pas invité à son intronisation. Il ne l'a pas vu. Il a peut-être parlé au téléphone, certes, mais enfin, on voit que tout ceci est, je dirais, rayé un peu d'un revers de main. Donc les Européens et l'OTAN, en étant trop courtisans, se trompent. Non, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont voulu obtenir? Ils ont voulu obtenir la certitude que nous allions enfin nous mettre en mouvement pour monter nos dépenses de défense, et c'est une bonne chose. Du reste, quand on fait les projections, je faisais le petit calcul ce matin, quand on fait les projections à 3,5% en 2035, ça veut dire pratiquement, aujourd'hui on dépense, Darius Rochebain, en gros, nous les 27, je parle à 27 évidemment, en gros 366 milliards d'euros par an pour notre défense. Par parenthèse, pour nos téléspectateurs, les Russes sont à 120 milliards. On est en gros 3 fois plus que les Russes. Je ferme la parenthèse. À monter à 3,5% de dépenses du PIB en 2035, qui est l'engagement que nous avons pris collectivement, qu'a arraché, si on l'entend, Mark Rutte, donc aux Européens. Ça ferait à ce moment-là 730 milliards d'euros en 2035. Donc on va pratiquement doubler. Et dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, qui sont aujourd'hui à 3,2, si on regarde leur budget, ils vont baisser. Donc on voit que si on projette, en fait, ce qui a été obtenu, c'est un rééquilibrage quasiment à l'identique dans les 10 ans qui viennent je dirais, du poids américain au sein de l'OTAN et du poids européen. Et au fond, c'est ça ce qu'il faut qu'on réussisse à faire. Thierry Breton, à quoi est-ce que vous comparez ça? Vous avez la perspective historique. Les Américains ont contribué à libérer l'Europe avec les Soviétiques, mais enfin, ils ont contribué si puissamment. Il y a eu 48-49, le plan Marshall, l'emprise. Et puis ensuite, ils sont restés. Et 100 fois, on a dit, vous allez voir, ils vont partir, ils déclinent, etc. Et 100 fois, ils sont restés. Quel est le moment qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre un moment d'abord, et je le redis ce soir, on est en train de revivre un moment de rééquilibrage. Et vous savez, Donald Trump, il a son style, on en débat à l'infini. Mais moi qui le connais bien, je sais qu'au débarrage, il y a toujours une vérité que certains qualifient d'intuition. On dit qu'il travaille beaucoup, je ne sais pas s'il travaille beaucoup. Je sais qu'il a des intuitions, et des intuitions fortes. Alors on peut penser que peut-être que ces intuitions sont le fruit d'un travail, d'une expérience professionnelle, humaine, de rencontres, que sais-je. En tout cas, il a ses intuitions. Parmi ces intuitions, il y avait le fait effectivement que les États-Unis payaient trop pour la défense européenne, et je le dis, et on a souvent parlé ensemble, il avait raison. Ensuite, il y a les modalités d'exécution. Alors là, je dirais que vraiment, à partir du moment où il a l'intuition, il a l'objectif, peu importe les moyens, seul compte le but. Et il va employer des moyens, et c'est là où il va être très erratique. Sur un tout autre sujet, et je veux juste ouvrir cette parenthèse parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, et ça fonde aussi l'opinion publique américaine, et y compris sur ce qui se passe dans les universités. Il a dénoncé l'ultra-wokisme aujourd'hui qu'on vit un peu partout aux États-Unis. Sur le fond, il n'a pas complètement tort. Il y a eu des excès. On l'a vu du reste dans ces fameux hearings des 4 présidentes à l'époque, donc des 4 plus prestigieuses universités américaines. C'était Harvard, c'était MIT, c'était Penn, et c'était la dernière, c'était, je crois, Yale. Et au fond, on a vu qu'elles étaient très embarrassées. Elles n'ont pas du reste résisté à ces hearings. Donc là encore, il va peut-être partir sur un point qui est peut-être vrai, mais derrière, les modalités d'exécution sont tout à fait personnelles. Certaines, du reste, peuvent peut-être l'amener dans le décor.
Trump vit un moment de satisfaction politique. On va voir cette séquence que la Maison-Blanche a partagée, on va l'entendre dans quelques instants, où il s'auto-félicite. Il y a la séquence aussi des B2. On a l'impression que la puissance américaine est redevenue au plus haut. Oui, alors, il fait des comparaisons à la Trump. Quand il compare l'impact des B2 à l'impact d'Hiroshima, en une bombe, j'ai réglé la guerre. Ça fait un peu frissonner quand même. Bon, voilà, ces références historiques sont peut-être à la hauteur de la culture qui fait que ces stratégies sont plutôt des intuitions. Oh, il exagère toujours. Ça, de toute façon, il exagère. Voilà, oui. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une opération logistique qui a été admirablement menée. Mais vous savez, on n'est pas surpris. Moi, j'étais commissaire aux industries de défense. Les États-Unis sont extraordinairement performants en matière de logistique, et notamment en matière de logistique militaire. Bon, après, en matière de diplomatie, pour voir ce qu'on va en faire derrière, c'est pas les meilleurs du monde. Regardez la séquence. C'est vrai que sur les B2, il faut force de constater que ça a été très réussi. Regardez la séquence où il évidemment, congratule. Voilà, oui. On retrouve le thème du papa. Hein. Par rapport à quand il y a eu des moments d'histoire avec chaque président américain, hein, Obama, Kennedy, parmi ceux qui ont été très populaires ici en Europe, quel est le moment que nous vivons d'après vous avec Trump ? À qui est-ce que vous le comparez ? Je crois que là, d'abord, Trump est en train de reconquérir son électorat à travers ce petit clip. Hein, on le voit, il a été quand même un peu chahuté par son électorat, par la décision qu'il a prise. Donc là, il est en phase de reconquête, clairement, de son électorat. Si on poursuit le petit clip, je crois que ça se termine par les bombardiers B2 qui lâchent leurs bombes. Donc on voit qu'on mélange un peu tout. Hein. Il n'y a pas que Daddy hein, dans ce petit clip. Donc là, en ce moment, effectivement, il est en phase, eh bien, c'est l'Amérique toute puissante, c'est la force qui prime sur le droit, on ne le dira jamais assez, et j'en reviens à mon interpellation du début de notre entretien, les Européens doivent trouver le moyen de se faire entendre autrement que, pour reprendre votre expression, qu'en baisant la main ou la bague ou la babouche, comme vous voulez. Il n'ose mordre, oui. L'âge compte en politique. Hein. Rappelez-vous Mitterrand, tonton, il y a eu Angela Merkel, Mouti, hein, la maman. Le moment, alors Trump 1 a une certaine image, quand on voit ce clip-là, on a l'impression que Trump 2 n'est pas tout à fait la même image que Trump 1. Mais vous avez parfaitement raison, et du reste, il en joue lui-même. Il ne faut pas qu'il en joue trop, parce que sans ça, il va finir du côté de Biden. Donc il a, voilà, il y a de la marge quand même. Oui et non, hein, le créneau est étroit quand même. Bon, et donc voilà. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où nous disons, et nous ne cessons de dire, et à juste titre, me semble-t-il, que le monde devient un monde dangereux. Un monde de rapport de force, un monde où seule la puissance compte. Elle va donc primer également sur le droit. Eh bien, c'est vrai que dans ces conditions, on a deux catégories de personnes qui vont émerger de ces situations. Soit des autocrates purs et simples. Alors on les voit évidemment dans les très grandes autocraties, suivez mon regard en Russie ou en Chine, mais on les voit aussi dans des pays plus petits, comme les pays notamment d'Afrique, où on voit cette espèce d'évolution vers des systèmes démocratiques qui évoluent vers des autocraties. La période qui s'annonce, effectivement, va faire émerger, c'est les périodes qui font les hommes souvent, en tout cas c'est dans ces moments-là que les hommes vont émerger, parce qu'ils vont répondre à un besoin, notamment à un besoin des populations, et bien faire émerger, en ce qui concerne, en tout cas nous autres, Européens, me semble-t-il, des personnalités qui ont l'expérience de gérer des situations extraordinairement difficiles, avec le recul, avec peut-être aussi le calme des vieilles troupes, parce qu'il en faudra, Darius Rochemin. Il va falloir du calme par rapport à ce qui nous attend. Donc oui, c'est vrai, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit dans nos démocraties, qui sont encore des démocraties, et je l'espère pour très longtemps, on va voir peut-être maintenant ce regain d'intérêt pour des personnalités qui ont de l'expérience pour gérer des situations qui vont être inédites
et peut-être même pour certaines d'entre elles violentes. Le risque que l'Europe soit le dernier refuge en bien et en mal, mais du droit, d'une certaine morale publique. Il faut lire ce que dit Trump, qui vient au secours de Netanyahou. Alors, il dit en gros, on n'a rien à faire des juges, laissez-nous, nous sommes en train d'écrire la grande histoire, c'est pas quelques juges qui vont nous embêter. Tout le tweet est surréaliste. Il dit, c'est terrible ce qu'ils sont en train de faire à Bibi Netanyahou. C'est un héros de guerre. Ce Premier ministre a accompli un travail remarquable avec les États-Unis pour éliminer la dangereuse menace nucléaire en Iran. C'est une chasse aux sorcières politiques très similaire à celle que j'ai subie. Évidemment, vous qui l'avez rencontré souvent et pratiqué, c'est très important chez lui. Et s'ensuit tout un développement sur le fait qu'on embête Netanyahou pour des bêtises, pour des histoires de petites corruptions, de cigares ou je ne sais quoi. Cette parodie de justice va perturber les négociations entre l'Iran et le Hamas. Nous venons de remporter une grande victoire avec le Premier ministre Bibi Netanyahou qui est à la barre. Cela ternit grandement notre victoire. Laissez partir Bibi, il a un gros travail à faire. D'abord, il l'appelle Bibi maintenant. Bon, ça veut dire qu'on voit qui est le patron. Il ne faut jamais oublier que c'est le même Netanyahou qui a réussi quand même un exploit tout à fait exceptionnel, qui est de mettre Trump dans sa roue pour finalement le décider, au fond, de réaliser ce qu'il a réalisé. Il ne faut jamais l'oublier. Et j'ouvre une parenthèse, Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, est l'homme fort. Alors on peut en penser ce qu'on veut, et je vais y revenir. Mais c'est l'homme fort, il a acquis un capital politique qu'il n'avait plus depuis très longtemps. Alors la question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'il va faire de ce capital politique, j'ai pas peur de vous le dire, qui est exceptionnel. Il a désormais une vraie majorité en Israël. C'était pas le cas, on sait qu'il a failli tomber une semaine avant les frappes. Et on sait qu'il est dans la main des plus extrêmes des extrémistes, de l'extrême droite, les hyper ou ultra-religieux, qui le pousse, j'allais dire, au crime. Va-t-il utiliser ce capital politique pour, eh bien, d'abord, peut-être provoquer des élections anticipées, reconstituer une majorité qui sera plus acceptable, qui va plus entendre ce que dit la majorité de la population israélienne, arrêter ce qui se passe à Gaza, parce que c'est inhumain et c'est inacceptable, ou va-t-il au contraire continuer pour aller de l'avant, peut-être poussé en cela par un Trump, on ne sait pas. Donc ça, c'est quand même la situation que nous avons. Maintenant, sur le tweet lui-même, il ne faut jamais oublier que ces tweets, ils sont lus par le monde entier. C'est toute la difficulté de réguler les réseaux sociaux. L'origination du message n'a peu d'importance, ce qui importe, c'est le récepteur. Et ces tweets sont lus aussi au Moyen-Orient, Darius Rochebin. Moi, en venant, j'ai reçu des messages d'amis que j'ai au Moyen-Orient, et qui me disent exactement, en faisant référence à ce que vous venez de lire à l'antenne à l'instant. Est-ce qu'on se rend compte de l'impact dévastateur que ce type de message a chez nous ? Le deux poids, deux mesures, on s'étonne après qu'on ait une telle aversion pour l'Occident. Voilà ce que ce genre de tweet va provoquer, et c'est avec ça. J'ai entendu tout ce que vous disiez, notamment sur votre plateau, sur le fait que Trump a un succès militaire indéniable, et sans doute un succès politique pour l'instant. Netanyahou, là aussi, on vient d'en parler. Mais derrière, les femmes et les hommes qui vont devoir subir cette paix, être des co-constructeurs de la paix, comment ils réagissent par rapport à ça ? Et c'est toute la question, et c'est là où nous, Européens, nous devons jouer ce rôle. Vous disiez, on est peut-être les derniers des Mohicans en matière d'état de droit. Eh bien, soyons fiers de ce que nous sommes, parce que précisément, nous ne l'oublions jamais, c'est parce que nous sommes ce que nous avons contribué à faire des États-Unis d'Amérique ce qu'ils ont été, c'est-à-dire une grande démocratie, et c'est très important que cette grande démocratie continue à l'être pour les Américains, mais aussi pour le monde. On ne sait pas si ça en prend le chemin. Quand un Dominique de Villepin, il s'en est fait une marque de fabrique, d'être en quelque sorte celui qui dit « Attendez, regardez ce que pensent les États du Sud », parle, comme vous le dites, d'un deux poids, deux mesures, considère que l'Occident, qui a fait tomber Saddam, qui a fait tomber Kadhafi, etc., en réalité, selon que son intérêt ou non est en jeu, a deux visions du monde. Est-ce qu'il a raison ? C'est très difficile de faire des comparaisons. Les comparaisons, évidemment, on peut parler évidemment de ce qui s'est passé. Vous venez de le faire en Irak, en Libye, voire en Afghanistan. Personnellement, je ne veux pas m'y aventurer, parce qu'évidemment, les situations ne sont pas du tout comparables. Là, on n'est pas du tout dans ce type, dans la même configuration. Là, on a pour l'instant, pardon de le rappeler, mais il faut qu'on ne cesse de le rappeler. On a l'impression que ça y est, la Riviera est en construction. Il y a 2 millions de personnes qui sont affamées aujourd'hui parce que l'armée israélienne
européenne les affame. Ils vont dire le contraire. C'est quand même ce qui se passe sur le terrain, vous le savez bien. Est-ce que la France a raison? C'est ce que disait au micro hier, répondant aux questions de Margot Haddad, Jean-Noël Barrot, quand il parlait de honte et de scandale de ce que fait Israël à Gaza. Vous savez, moi je me mettrai surtout sur le plan humanitaire. Donc je vais laisser la qualification de côté. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a un drame humanitaire. Et ce drame humanitaire, il ne peut pas perdurer. Et je le dis vraiment, encore une fois, Israël a le droit de se défendre. Israël a subi un traumatisme gigantesque le 7 octobre. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est absolument intolérable d'un point de vue humanitaire. Et c'est la priorité absolue. J'espère qu'avant de parler de reconstruction, de Gaza, de Riviera, de tout ce que vous voulez, de Riviera plutôt, de Gaza, pardonnez-moi, j'espère que Trump va utiliser le crédit qu'il a désormais, puisqu'il a l'air de dire à Netanyahou, j'ai un tel crédit que si tu vas, non seulement tu dépends de moi, c'est moi qui vais te donner ta légitimité, et c'est parce que, vous voyez comment il veut inverser les rôles, parce qu'évidemment il n'a pas du tout apprécié être celui, alors c'est Plutako aujourd'hui, mais il n'a plus apprécié être celui qui a été pendant un certain temps dans la roue de Netanyahou. Donc désormais, il ne va avoir de cesse de démontrer que c'est lui qui est dans le siège du conducteur, comme on dit, driving seat en anglais, et donc il va continuer à démontrer qu'il tient Netanyahou et pas l'inverse. D'où du reste sa demande assez surréaliste, parce que c'est quand même, si jamais on ne fait pas des ingérences, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'Israël est une grande démocratie. C'est un grand peuple et c'est une grande démocratie. Et aller dire à cette démocratie, écoutez les juges, là vous êtes gentils mais vous vous en occupez pas parce que moi j'ai besoin du gars, c'est quand même un peu surprenant. Pardon de cette expression. En Iran se passe quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'on découvre à quel point ce qu'on estimait être une victoire considérable militairement souffre quelques lacunes considérables, c'est-à-dire que le nucléaire iranien visiblement a survécu. Lisez les déclarations de Grossi, le patron de l'AIEA, qui estime que une grande part de l'uranium enrichi a été répartie en plusieurs points, a échappé visiblement aux destructions. C'est le Financial Times qui l'indique aussi. Ils peuvent avoir, vous savez, en quelques mois, je dirais quelques cascades des centrifugeuses tournant et produisant de l'uranium enrichi ou moins que cela. En réalité, est-ce que les Américains ont raté leur coup? Est-ce que tout ça a été en partie du théâtre? Il faut écouter Raphaël Grossi, qui est un excellent directeur général de l'AIEA, du reste un de nos diplomates européens les plus remarquables. Et je n'ai pas peur de vous le dire, je crois que vous l'avez du reste vous-même interviewé il y a quelques jours. Il connaît parfaitement la situation, il la connaît mieux quiconque parce qu'il est allé tellement souvent sur le site, sur le terrain. Et pour quelle raison est-il allé sur le terrain? Parce que je le rappelle, il ne faut quand même pas oublier aussi d'où ça vient tout ça. En 2015, nous signons le JCPOA, c'est-à-dire cet accord avec, à l'époque, la Commission européenne, qui est quasiment en situation de leadership pour faire en sorte que nous allons à un certain nombre, évidemment, il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a les Allemands, il y a les Français, donc nous allons demander à l'Iran d'arrêter son programme nucléaire militaire, se consacrer qu'à un programme civil et donc autoriser des visites. Je rappelle que l'Iran est signataire du TNP, donc elle doit répondre aux demandes donc, de l'AIEA. Est-ce que ça aurait pu continuer? Raphaël Grossi, à votre place, il y a quelques jours, disait « Moi, je suis diplomate, moi, je pense que là, il n'était pas obligatoire de bombarder maintenant. On aurait pu continuer la négociation. » Juste pour l'histoire, c'est en 2018 que Donald Trump va déchirer ces accords. Et c'est parce qu'il les déchire, il ne faut pas avoir peur de le dire, qu'on en est là aujourd'hui. Parce qu'il les a déchirés, il s'en est retiré. Et donc ça a donné évidemment à l'Iran, je dirais, le terrain plus libre pour faire ce qu'il voulait, et ça a rendu beaucoup plus difficile le travail de M. Grossi. C'est ça. Alors bien sûr, maintenant, ça c'était Trump 1. Trump 2 arrive en pompier. Bon, très bien. Mais enfin, il ne faut pas oublier d'où ça vient. Et Thierry Breton, attendez, Thierry Breton. Vous savez très bien ce que vous répondront les Israéliens. Les Israéliens vous répondront, voilà le type de l'Européen qui croit que les Iraniens sont prêts à négocier. Non, les Iraniens veulent la bombe, mais on peut les comprendre de leur point de vue. Ils voient précisément comment est tombé Saddam et Kadhafi, ils veulent la bombe, point. Tout le reste est littérature. Darius Rojban, vous avez vous-même interrogé un certain nombre d'officiels israéliens. Je rappelle que Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération. Et ils ont la bombe aussi d'ailleurs. Mais ils ne le disent pas publiquement. Ouais. Mais vous avez été capable de quasiment leur faire dire, ce qui était tout à fait exceptionnel et sans doute une première. Donc ils ont vraisemblablement, on va dire les choses diplomatiquement, la bombe. Mais avoir la bombe, ça veut dire quoi?
ça veut dire évidemment ne pas l'utiliser, ça veut dire faire de la dissuasion. Eh bien, les Iraniens, je ne prends pas leur défense, croyez-moi. Je crois que on est tous d'accord sur l'atrocité du régime des mollahs actuel. Mais les Iraniens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont voulu, c'était évidemment ce qu'ils voulaient, c'est ce que nous on ne veut pas. Ils ont voulu donner l'illusion, on verra bien, ambiguïté stratégique, c'est ça la dissuasion, du fait qu'ils allaient peut-être pouvoir avoir la bombe pour pouvoir contrebalancer ce poids qu'ils estimaient, je dirais, non équilibré avec Israël. Alors je rappelle quand même que Israël, je dirais fort opportunément, rappelait qu'il avait de quoi se défendre, parce que depuis 1974, les Iraniens ne font que de déclarer urbi et orbi qu'ils veulent la mort d'Israël. Mais même pas tout à fait répondu. Alors je vais y répondre. Est-ce qu'une autre politique est possible, pardon ? Est-ce que les Israéliens, eux, ne croient qu'en la force ? Toro a raison, ils ne croient qu'en la force. Ils disent ces histoires d'Européens raffinés, façon Mitterrand, Roland Dumas, qui ont caressé les Iraniens en disant on va discuter, etc. Tôt ou tard, ça ne marche pas. Tôt ou tard, les Iraniens veulent la bombe. Tôt ou tard, je ne sais pas si les Iraniens veulent la bombe. Personne ne le sait. Pour répondre à votre question, personne n'a la réponse à votre question, parce qu'évidemment, on parle de 440 kilos d'uranium 235 enrichi à 60%, à 83,7%, comme certains le disent. On ne sait pas. Aujourd'hui, l'uranium enrichi, malheureusement, on est dans une phase un peu de prolifération. On sait qu'il y a des pays qui en ont. Suivez mon regard sur la Corée du Nord. Et on sait que ceux qui veulent s'en procurer peuvent peut-être s'en procurer. Je ferme cette parenthèse, mais il faut l'avoir toujours en tête. Donc maintenant, les Iraniens, ils ont effectivement, je dirais, ce combustible fissile qui est nécessaire, mais pas suffisant pour faire une arme atomique A, et non pas H, évidemment, c'est-à-dire la plus basique, mais celle qu'il suffirait d'avoir pour, encore une fois, pouvoir jouer de l'ambiguïté stratégique sur le thème « je l'ai peut-être pas », et donc on maintient quelque part la dissuasion. Donc pour répondre très précisément à votre question, aujourd'hui personne n'a la réponse. Il me semble, et on verra bien, c'est là où maintenant on va voir comment les choses vont se nouer ou se dénouer entre l'ensemble de ceux qui vont bien vouloir négocier. D'abord, qui vont-ils être à la table de quelle négociation ? Est-ce que ce sont les membres du JCPOA ? Je crois que Jean-Noël Barrot faisait référence au fait que jusqu'au 18 octobre de cette année, nous avons la possibilité, puisque la fin des accords du CPOA se termine donc le 18 octobre 2025, d'avoir ce qu'on appelle le snapback, c'est-à-dire la possibilité, si on estime que les Iraniens se remettent en mouvement pour avoir la bombe, eh bien on peut à ce moment-là déclencher, un seul membre signataire peut déclencher par lui-même l'ensemble des sanctions qui sont délétères pour l'Iran. Donc on est dans une phase extraordinairement sensible, mouvante. D'ici maintenant, et je le dis parce que c'est très important d'avoir ces normes temporelles en tête, d'ici au 18 octobre, il va se passer beaucoup de choses, parce que nous sommes encore en position de force, entre guillemets, par rapport à cet accord de 2015, et on peut éventuellement activer ces sanctions. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être suffisant pour amener les Iraniens à la table de négociation ? Mais avec qui ? Est-ce que les Iraniens vont vouloir discuter avec ceux qui les ont bombardés ? Je parle des Israéliens, je parle des Américains. Est-ce que ce sera de nouveau les Qataris seuls ? Est-ce que les Européens, qui sont signataires, qui sont aussi à co-origine de cet accord, vont pouvoir s'inviter à la table ? Là encore, il faut nous faire entendre. Il est indispensable, me semble-t-il, que compte tenu du rôle que nous avons joué, précisément, dans cette phase très délicate de contrôle, il n'y a pas de naïveté, Darius Rochebin. Il n'y a pas de naïveté. On est juste dans la gestion de la dissuasion. Et la dissuasion, regardez, on parle de ça, on n'est même pas encore certain, on a nos petites idées, qu'Israël a la bombe atomique. C'est ça la dissuasion. Eh bien, il faut gérer cette situation extraordinairement singulière, difficile. Et oui, je suis de ceux qui pensent que les bombes ne suffisent pas. Les bombes ne suffisent pas. Il faut ensuite l'après. Et cet après, moi je me souviens ce que me disait Jacques Chirac. La complexité de l'Orient. Cet après, il est extraordinairement difficile à mettre en œuvre, parce qu'il s'agit, encore une fois, de millions de femmes et d'hommes dont il s'agit, et que derrière on a Israël, qui évidemment a fait un gain militaire tout à fait exceptionnel. 9 millions d'habitants,
et on est sur une région de plusieurs centaines de millions d'habitants. C'est donc le sujet qu'il va falloir traiter avec énormément de doigté, de savoir-faire, et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, d'expérience vraisemblablement. La puissance américaine, elle s'est longtemps incarnée dans le B-52, c'était de l'avion emblématique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le B-2, et Trump en a fait, regardez la séquence qui suit, c'est une des séquences qui a marqué la semaine, où sur la musique de... Enfin, c'est vous êtes plus fort en musique que moi, il faisait l'éloge du B-2. Ça, some rocks. Tell the Ayatollah gonna put you in a box. Thierry Breton, la musique évidemment, alors c'est une musique refaite, etc. Mais cet avion qui a été fait dans la guerre froide pour faire pièce aux soviétiques, mais qui aujourd'hui encore incarne la capacité des Américains, il est furtif, hein, de frapper n'importe où dans le monde sans être remarqué quand ils le veulent. Ce que je trouve vraiment tout à fait à la fois surréaliste et signifiant de l'époque dans laquelle nous sommes. D'abord, c'est ces images, ce petit clip. 1 minute 17 secondes, 1 minute 20 secondes. C'est joyeux. D'abord, la référence, vous savez, on dansait le rock quand on était jeune là-dessus. Oui. Hein, c'était un peu style Beach Boy, vous voyez. Donc c'est les références Trump, hein, c'est les années 80. Hein, on n'est pas dans les années 2025. Enfin, passons. Donc c'est aussi son monde à lui. Mais enfin bon. Et derrière, vous avez ces bombes qu'on largue. C'est assez terrible au fond. C'est évidemment pour magnifier la puissance américaine et la puissance de Donald Trump, bien entendu, c'est sur son réseau Trump social. En ce sens-là, est-ce que la comparaison, vous le disiez très justement, la comparaison avec Hiroshima, elle est dingo, et en même temps, est-ce qu'il y a un fond de vérité? C'est-à-dire que depuis Hiroshima, 1945 jusqu'en 2025, la capacité des Américains à frapper le plus fort que tout le monde, c'est la leçon, c'est les seuls à avoir utilisé la bombe atomique, reste la dominante du siècle, des 2 siècles. Mais je crois vous l'avoir dit, ce qui fait vraiment la force de l'armée américaine, c'est sa capacité de projection, de déploiement et toute la logistique qui va derrière. Ça a été le cas évidemment au Vietnam. Retour piteux. Ça a été le cas évidemment en Afghanistan, retour piteux. Ça a été le cas évidemment en Irak, retour piteux. Donc oui, la projection, elle est tout à fait exceptionnelle. Darius Rojma, la projection, ça ne suffit pas. Après, il y a les femmes et les hommes. Et comment on gère? Et qu'est-ce qu'on fait? On va renvoyer les B2 avec les bombes. D'abord, les bombes que vous voyez celles qui tombent là à l'instant, là. Les fameuses GBU 57. Rien que pour cette opération, les Américains ont utilisé plus de 60% de leur stock. Il va falloir attendre un petit peu avant qu'ils reconstituent. Je ferme la parenthèse. Mais est-ce que finalement, avec ça, la guerre des 12 jours, comme il a voulu la qualifier, parce qu'il a un peu le génie du marketing quand même, hein, on ne peut pas lui retirer. Ses habillés sont compris les échecs relatifs. Il ne faut pas oublier que ce qu'il a lancé, c'était sa fameuse émission de télévision The Apprentice. The Apprentice, You're Fired. Je ne dis pas ça pour vous, You're Fired. Voilà, c'était évidemment, voilà. Donc il sait vraiment comment parler sur les réseaux et finalement parler aussi à travers ça à ses électeurs. Mais les Chinois qui regardent ces images, qui voient ce coup de maître technique, même si le résultat, on comprend qu'il est moins net que ce qu'il y paraissait. Les Chinois, en regardant ça, se disent-ils, quand même, les Américains sont encore là? Ils se disent 2 choses. Hein. Ils se disent d'abord, effectivement, les Américains sont là, mais vous savez, les Chinois, il n'y a pas mieux renseigné que les Chinois. Donc ils savent très bien tout ce que nous venons de dire. Ils connaissent parfaitement la capacité de projection américaine qui, je le répète, est la meilleure de très loin, de très très loin, la meilleure du monde, même si il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui la capacité de la Chine à rattraper son retard, et en particulier en ce qui concerne sa marine. La Chine est aujourd'hui le pays qui met à l'eau le plus de bateaux
militaires par an. Donc la Chine est en train de rattraper. Donc ils se disent deux choses. Ils se disent évidemment, bien entendu, c'est la démonstration que, au fond, cette puissance-là, elle est totalement opérationnelle. Et c'est très important parce que quand on parle de dissuasion, pour reprendre la discussion qu'on avait il y a un instant, le caractère opérationnel est très important pour démontrer qu'on peut frapper. Ils se disent aussi que, qu'on le veuille ou non, il y a un homme qui s'est appuyé sur les boutons. Et pas uniquement sur les boutons pour commander du Coca Light. On va en parler après du Coca Light. Mais des boutons qui vont déclencher des opérations militaires. Derrière, c'est une opération, 36 heures de vol. Bon, si vous faites référence, évidemment, et vous faites référence dans votre question, bien entendu, à ce qui pourrait se passer si les Chinois décidaient d'attaquer Taïwan, là, on est dans un théâtre d'opération nettement plus compliqué, nettement plus difficile, nettement plus lourd aussi. Et pardon, mais la Chine, avec tout le respect que j'ai pour Israël, c'est pas Israël. Là, vous faites allusion au Coca Light. La fameuse, c'est une des séquences les plus étonnantes de la semaine, c'est Vance qui plaisante sur le fait que sur le bureau de Trump, il y a son fameux bouton à Coca Light, ou je sais pas quoi, la variante Diet Coke, la variante américaine, et il en plaisante de manière complètement désinhibée et jubilatoire. Ces gens sont au pouvoir et visiblement, pour l'instant, ils y prennent un plaisir sans frein. Écoutez. Il y a cette sorte de boîte en bois avec un bouton rouge sur le bureau du président, dans le bureau ovale. Et je me dis que ce n'est probablement pas un bouton sur lequel on a envie d'appuyer, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler à un dirigeant étranger au téléphone et le président me regarde. Mais le dirigeant étranger en sourdine et dit « ça ne se passe pas très bien ». Et il appuie sur le bouton rouge. Mes yeux s'écarquillent et je lui demande « Monsieur le Président, que vient-il de se passer ?» Il me regarde et dit « Nucléaire ». Et 2 minutes plus tard, un type arrive avec un Coca Light. Il me regarde et me dit « Ce n'était pas nucléaire, c'était juste pour le Coca Light ». Voilà le genre de personne, chers collègues républicains, que nous avons comme président des États-Unis. Une personne qui peut faire du bon travail tout en gardant le sens de l'humour. Thierry Breton. Que voulez-vous que je vous dise que ce genre de scénette se déroule dans l'intimité des relations entre le président des États-Unis et son vice-président, pourquoi pas. Qu'il en fasse état comme ça... je dirais personnellement, ça me laisse un peu sans voix. Qu'est-ce que ça dit sur le fossé? Les dirigeants européens sont tellement tenus, ils ont souvent un discours maintenant avec ces éléments de langage, ils ont peur de sortir de 2 cm des éléments de langage, et là on a une sorte de culot. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est tenu, j'ai été moi-même dans ces fonctions, on n'est pas tenu par des éléments de langage, c'est pas vrai. On sait évidemment ce qu'on doit dire, on sait ce qu'on veut dire, on est motivé par évidemment les fonctions qu'on occupe, l'intérêt général aussi qui nous anime. Donc non, c'est pas vrai. On peut parfaitement sortir des éléments de langage. Non, mais là, ça veut dire une chose, c'est qu'au fond, celui qui n'était pas prêt à la fonction, c'était quand même J.D. Vance. Parce qu'il est là, il est tellement jubilatoire, il découvre effectivement les attributs du pouvoir. Mais Darius Rochebin, les attributs du pouvoir, à la fin, c'est des hommes. Et les hommes aussi savent plaisanter. Alors on plaisante sur l'arme nucléaire, c'est un petit sujet qui est un peu, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, qui est un petit peu lourd. Mais au fond, le fait qu'il en fasse référence comme ça, pardon de le dire, parce que c'est le vice-président des États-Unis, et donc par définition, on a du respect pour la fonction, mais un peu comme un gamin, quoi. Voilà, ça laisse un peu rêveur. Vous dites toujours pareil, comment les... Alors on va dire les Chinois cette fois-ci. Comment les Chinois analysent... C'est pas le style chinois, ça c'est sûr. C'est une question qu'on peut se poser. Oui, mais voilà, c'est 1,4 milliard d'habitants sur la planète, et bientôt peut-être la première puissance économique, et peut-être également la première puissance militaire. Donc voilà, il faut avoir un peu toujours tout ça en tête. Vous dites toujours, c'est une de vos formules favorites, un pays compte s'il sait compter. Et je dirais même plutôt l'inverse, un pays ne compte pas, enfin quand un pays ne compte pas, un pays ne compte plus. Ouais. Quand un pays ne compte pas, un pays ne compte plus. Et je pense que vous voulez nous amener sur la France. Est-ce que ça veut dire que d'abord la puissance américaine, tout ça est lié encore au fait que c'est la première puissance économique? Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, Trump, pas Trump, le style des hommes, etc., est-ce que c'est la puissance économique qui détermine le reste? Bien entendu, c'est la première puissance économique, mais elle a su aussi se doter de 2 attributs pour renforcer sa puissance économique. D'abord la maîtrise totale du dollar,
et c'est en cela que Donald Trump a peut-être un peu tort de vouloir minimiser ce que cette puissance confère aux États-Unis, et puis la puissance militaire. 2 attributs essentiels dans le monde qui se dessine, hélas, devant nous, la puissance militaire et la puissance de la monnaie. Et pour nous, Européens, là encore, ça doit nous faire réfléchir. Nous devons impérativement, je donne les chiffres tout à l'heure, 326 milliards, 3 fois plus que la Russie. On est quand même déjà très avancé. L'euro, il faut aller de l'avant. L'union des marchés des capitaux, c'est indispensable. La puissance, encore une fois, militaire et la puissance de la monnaie, ça doit nous faire réfléchir à nous, 450 millions d'Européens, 1,5 fois plus nombreux que les Américains, par rapport à ce qui nous manque et ce qu'il faut mettre en œuvre immédiatement, avec évidemment du leadership qui nous manque aujourd'hui. Votre regard sur François Bayrou cette semaine. On a assisté à un moment extraordinaire, un morceau de bravoure du Premier ministre qui a présenté les résultats de son conclave, qui n'est pas allé au bout, mais il dit non, c'est pas un échec. En réalité, on a quand même réussi à avoir un certain nombre de pistes et finalement le Parlement tranchera, etc. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France d'après vous ? D'abord, François Bayrou a été très critiqué. C'est la fonction, évidemment, qui veut ça. Bon, même si, quand même, je note qu'il est quand même... il a un exploit. Il a une longévité qui est 2 fois celle de son prédécesseur. Donc, alors, soit c'était le prédécesseur qui était très mauvais, soit c'est lui qui est quand même nettement meilleur. Alors, je pense qu'il est nettement meilleur. Il a peut-être pas complètement tort, dans la mesure où il a réussi, quand même, une chose. C'était de mettre autour de la table toutes celles et tous ceux qui doivent s'exprimer sur un point qui me semble essentiel aujourd'hui pour nous, Français. C'est comprendre comment on fait pour dépenser 1600 milliards d'euros. C'est ce que nous dépensons collectivement pour faire fonctionner la France. Le budget de l'État, c'est 350-380 milliards pour faire fonctionner toutes les administrations, l'armée, les professeurs, les hôpitaux. Mais le gros, plus de 900 milliards, ce sont les dépenses de retraite et les dépenses sociales. Et il a mis autour de la table, et c'était à mon avis tout à fait nécessaire, c'est ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire, et lui il a réussi. Il a mis tous ceux, notamment en matière de discussion de paritaire, évidemment, c'est-à-dire évidemment les grands acteurs sociaux, que ce soit les syndicats et le patronat, qui donc ont la charge de la gestion de ceci. Il les a mis pour discuter de cette question et donc faire de la pédagogie. Est-ce qu'il y a un embryon de ce qui peut arriver dans d'autres pays, en Allemagne, où les partenaires sociaux... C'est ce qu'il a voulu faire, évidemment. Mais est-ce que quelque chose commence à y ressembler ? C'est ce qu'il a voulu faire, mais ce que ça dit de notre pays, c'est que nous sommes un pays terriblement fracturé. Terriblement fracturé. On le voit du reste à l'Assemblée, qui est le paroxysme de la fracture. Mais partout, on ne se parle plus assez. On n'arrive plus à exprimer la problématique française. On a souvent parlé. Pourquoi on est tellement endetté ? Pourquoi on ne peut plus financer notre modèle social auquel nous sommes à juste titre tellement attachés ? Voilà ce qu'il a mis sur la table. Et il a réussi une chose, je dois dire quand même, qui est tout à fait exceptionnelle. On connaît le rôle, moi je le connais, je connais depuis 40 ans, le rôle de la CFDT dans notre pays. Alors, tous les syndicats ont un rôle important, la CGT bien sûr, FO. Mais la CFDT a vraiment milité, je les ai vécus. Vous savez, j'ai écrit en 1990 un rapport sur le télétravail en France. Et c'était la CFDT qui poussait déjà sur un peu la réduction du temps de travail, travailler autrement, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN, entre autres, de la CFDT. Et il a réussi à faire en sorte que la CFDT accepte, finalement, que la retraite à 64 ans, c'était plus remis en cause. Ben, rien que pour ça, moi je dis chapeau. Ça veut dire chapeau d'abord pour la CFDT, puis chapeau aussi pour la dynamique qu'il a réussi à créer. Alors derrière, il dit que on est, parce qu'évidemment, il y a le problème évidemment des carrières des femmes, bien entendu, il y a tous les problèmes qui sont là, qui sont sous-jacents, la pénibilité, bien entendu, le financement, on vient d'en parler. Donc c'est ce triptyque-là qui est vraiment au cœur des discussions. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a dit chez un de vos confrères ce matin ? Il a dit, je vais proposer un texte, donc on est très très près, il donne encore 15 jours ou 3 semaines si j'ai bien compris, peut-être pour finaliser, parce qu'il préférerait qu'il y ait un accord, et que cet accord soit finalement au cœur du texte de loi qu'il va proposer vraisemblablement dans le PLFSS. Enfin, je fais pas je ne commande pas, mais ce qu'a dit, mais vous me demandez, vous m'interrogez, et moi je dis que ça,
c'est un progrès. Alors on a vu qu'il y a une motion de censure socialiste parce que précisément il n'y avait pas de loi proposée. Il y a patatras, il y a une loi proposée. Donc on va voir s'ils la maintiennent, mais enfin c'est un autre sujet. Est-ce qu'il peut survivre paradoxalement? Les prophètes, disons, beaucoup de Cassandre disent c'est pas possible, il va tomber, etc. Depuis longtemps. En réalité, il y a une certaine habileté où visiblement sa survie arrange pas mal de monde. Aujourd'hui c'est évident. D'abord c'est évident que ça arrange aussi le Rassemblement national qui est dans une situation évidemment entre deux eaux. On le sait. Donc aujourd'hui jamais ne tombera sur ce demi-succès ou ce demi-échec. On verra bien ce qui va se passer dans les 3 semaines qui viennent. Non, la vraie question, ça va être évidemment le rendez-vous budgétaire. Mais pour reprendre votre question, ce qui me semble important, parce qu'évidemment, vous savez, moi quand je me suis attaqué à la réduction de l'endettement de notre pays, quand j'étais ministre des Finances, j'ai lancé immédiatement une gigantesque consultation qui avait pour vocation de faire de la pédagogie auprès des forces vives de la nation et ensuite de tous nos compatriotes. Et vous vous en souvenez peut-être, c'est Michel Pébroux qui a piloté ce travail. Expliquer sans relâche pourquoi il faut faire les choses. Donc c'est sans doute ce qu'il a voulu faire. Bon, dans le contexte absolument surréaliste de la fragmentation de notre pays, avec évidemment une assemblée et le rôle, on ne le dira jamais assez, qui est quand même particulièrement délétère d'une partie de l'extrême gauche, à l'Assemblée en tout cas. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur le terrain, mais à l'Assemblée. Donc il a réussi à faire ça. On va voir. Le prochain rendez-vous, c'est évidemment le rendez-vous budgétaire, donc au mois de septembre ou au mois d'octobre. Ça va être le grand rendez-vous. Et c'est là où on verra s'il peut continuer ou pas. Thierry Breton, on sait bien que derrière tout ça, le miracle, ce serait qu'il y ait de la croissance. En réalité, là, ce qui fait rêver, c'est les temps de la croissance. Quel âge avez-vous, Thierry Breton? J'ai 70 ans. 70 ans. Vous êtes un boomer, vous êtes là. C'est la génération des boomers. Vous avez vécu ce moment béni de croissance qui a duré quoi? Combien d'ans? 30 ans? Oui, un peu plus, oui. De belle croissance, voilà. Tout semblait possible. Est-ce que ce temps reviendra? Ou est-ce qu'en Europe de l'Ouest, de toute façon, c'est exclu? On va végéter à 1%, 2%. 1%, regardez. On sera content s'il y a 2,5%, on en sera toujours là? Regardez, on est aujourd'hui les prévisions pour la France. Je me souviens, Barnier avait mis dans son budget 1,2%. Tout le monde a dit ça ne peut pas exister. Bon, il a sauté. Ensuite, François Bayrou est arrivé, il dit 0,9. Maintenant, on nous dit que finalement, si on a 0,6, ce sera le bout du monde. Voilà la situation, encore une fois, que nous avons en France. Bon, donc, pardon, c'est fini. Mais non, plus jamais une croissance qui faisait rêver. C'était quoi la croissance des belles années que vous avez connues? On était entre 2 et 3%. Même plus. Oui, dans les années moi, quand j'étais ministre, c'était entre 2 et 3. Avant, on était entre 4 et 5, bien sûr. Voilà, ce temps-là ne reviendra jamais. Mais on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce que nous avons des progrès absolument considérables devant nous. Bien entendu, tout le monde en parle, mais c'est absolument essentiel. Les progrès qui sont liés à un usage intelligent, un usage coordonné, un usage contrôlé de l'intelligence artificielle va donner des gains de productivité absolument considérables. Et puis, il y a un tout petit sujet que je voudrais vous rappeler. La croissance, c'est du travail. La croissance, ça tombe pas du ciel. L'argent non plus, du reste. Et en France, on travaille 20% de moins. 20% de moins, je le répète, que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, si on travaille 20% de moins que la moyenne, il ne faut pas s'étonner qu'on ait moins de croissance. Donc oui, bien sûr, à côté de la durée de vie, il va falloir redonner sans doute la flexibilité pour ceux qui le souhaitent, de travailler davantage, inciter les uns et les autres à travailler davantage s'ils le souhaitent. Bien entendu, ça doit être un projet, faute de quoi, voilà, vous aurez la situation que nous avons, c'est-à-dire incapacité à créer de la croissance par rapport à une population qui est ce qu'elle est, et par rapport à une démographie, évidemment, qui est vieillissante, et donc où il va falloir dépenser de plus en plus d'argent pour prendre soin, à juste titre, de nos aînés. Quel est le moment, à quel moment est-ce que cet équilibre entre la croissance, l'industrie, la finance a été heureux? Votre président favori de la Ve République, quel était-il? J'en ai deux, si vous permettez. J'en ai un de cœur, mais aussi qui a été un très grand président. Et puis un que j'ai toujours beaucoup aussi admiré, c'était évidemment Pompidou. Parce que Georges Pompidou, alors bien sûr on va penser à De Gaulle, etc. Mais De Gaulle a su réinventer, je dirais, la geste française pour nous sortir de cette situation absolument apocalyptique, aussi sombre que nous avait plongé évidemment la Seconde Guerre mondiale et ceux qui ont gouverné la France pendant cette période, bien entendu. Il nous a tous donné l'esprit de résistant.
ce qui était tout à fait exceptionnel parce que tout le monde n'a pas été sans doute résistant. Mais enfin, on y a tous cru. Et ça a été le redressement exceptionnel de la France. Mais celui qui a vraiment jeté les bases de la réindustrialisation intelligente de la France, et avec l'économie qui va avec, c'est évidemment Georges Pompidou, avec le TGV, avec le premier satellite qui s'appelait Astérix du reste, avec évidemment tout ce qui est le nucléaire civil. Donc il a vraiment jeté, je dirais, à la fois il a mêlé la nécessité d'une industrialisation moderne et intelligente et une économie qui va avec. Ce temps-là peut-il revenir? C'est-à-dire le temps de Pompidou, ce temps où l'industrie et l'économie et la finance semblaient aller... Pompidou avait une qualité qui est très importante, il avait une double culture. Il était homme d'entreprise. Alors, il avait été banquier, certes, mais il était homme d'entreprise, il connaissait parfaitement l'entreprise, il était homme politique. Oui, c'est vrai que de connaître l'entreprise intimement et de connaître la politique, ça aide dans ces moments-là. Le deuxième président, si vous permettez, je ne veux pas l'oublier, c'est évidemment Jacques Chirac. Et vous voyez, j'ai très 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 bien connu Jacques Chirac, j'étais très très proche de lui. Et Jacques Chirac, je dirais pour deux raisons, Darius Rochebin. La première, c'est que Jacques Chirac, pour moi, est le dernier de nos présidents de la Ve République qui avait un lien intime, singulier, avec les Français. Il avait ce lien avec les Français. C'était exceptionnel, d'abord, de le voir au milieu des Français, mais de voir comment il parlait des Français. L'attention qu'il avait, j'allais presque dire, pour chacune et chacun d'entre nous. Combien de fois j'allais le voir le week-end? Il était en train de répondre à la main, avec une très belle écriture, à des petits mots qu'on lui envoyait de personnes qu'il ne connaissait pas. Et puis c'était aussi, évidemment, un très grand connaisseur du monde. Très grand connaisseur de l'Afrique, très grand connaisseur des États-Unis de leurs faiblesses et exceptionnel connaisseur de l'Asie et du Japon. Merci beaucoup Thierry Breton.